Tu n'es même pas qualifié, voilà les mots exacts, venimeux, que ma propre sœur m'a craché au visage, juste avant de saisir mon CV et de le déchirer en 1000 morceaux devant un jury médusé. À cet instant, j'ai cru que mon monde s'effondrait, que toutes mes années d'efforts venaient d'être anéanties. Mais alors que le silence glacial était à son comble, le grand directeur est entré dans la pièce. Il m'a vu, m'a souri, et m'a prise dans ses bras en disant « Ma chérie, te voilà ». C'est là que le visage arrogant de ma sœur s'est décomposé, et que j'ai compris que la roue de la fortune, si cruelle quelques secondes plus tôt, venait de tourner de façon spectaculaire. Bonjour à tous, et bienvenue. Je suis si heureuse de vous avoir à mes côtés pour partager cette histoire qui a non seulement changé ma carrière, mais a aussi redéfini toute ma vie. Avant de nous plonger dans les détails de cette journée que je n'oublierai jamais, je suis curieuse. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou même de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté s'étend aux quatre coins du monde. Maintenant, permettez-moi de poser le décor. Je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans. Depuis mon plus jeune âge, j'ai une passion dévorante pour le marketing. Non pas la publicité intrusive et sans âme, mais l'art de raconter des histoires, de tisser des liens invisibles mais solides entre une marque et le cœur des gens. Dans ce domaine, il y avait un Olympe, une étoile polaire pour moi, l'agence lyonnaise Horizon Média. Leur campagne publicitaire n'était pas de simple publicité, c'était de petites œuvres d'art, pleines d'esprit, d'émotion et d'une intelligence rare. Décrocher un poste chez eux n'était pas un simple objectif de carrière, c'était l'accomplissement d'un rêve de jeune fille, la validation ultime de ma passion. Alors, vous imaginez mon état quand j'ai vu passer leur annonce pour un poste de spécialiste marketing senior. Mon cœur a semblé s'arrêter de battre pendant une seconde avant de repartir à un rythme effréné. C'était ma chance, celle que j'attendais. La préparation qui a suivi a été quasi militaire. Pendant 2 semaines, j'ai vécu, mangé et dormi Horizon Média. J'ai épluché des années de leurs archives, analysé leurs succès comme leurs rares échecs, j'ai même regardé des heures d'interview de leurs fondateurs pour m'imprégner de la culture d'entreprise. Mon portfolio, que je peaufinais depuis des années, a été remanié une dernière fois pour être absolument parfait. Chaque projet y était détaillé, chaque résultat quantifié. J'étais prête à affronter n'importe quelle question. La nervosité qui me tordait l'estomac était celle d'un artiste avant de monter sur scène, une peur mêlée d'une excitation intense. Mais dans ce tableau presque parfait, il y avait une ombre, une fissure que je m'efforçais d'ignorer, ma sœur aînée, Chloé. De 4 ans mon aînée, Chloé et moi étions le jour et la nuit. Aux yeux de nos parents, elle était le soleil, brillante élève, toujours première, organisée, pragmatique. Moi, j'étais la lune, la rêveuse, l'artiste, celle dont les cahiers étaient remplis de dessins plutôt que d'équations. Chloé n'a jamais compris ma nature, et pire, je crois qu'elle ne l'a jamais acceptée. Ma sensibilité, ma créativité, elle les percevait comme des faiblesses, ou pire, comme une comédie pour attirer l'attention que, selon elle, je ne méritais pas. Sa jalousie était un poison lent, distillé au fil des années. Un souvenir, plus vif que les autres, illustre parfaitement notre relation. J'avais 13 ans et je participais à un concours de peinture au collège. J'y avais mis toute mon âme, passant des semaines sur une toile représentant un champ de lavande en Provence, inspiré de nos vacances d'été. La veille de la remise des prix, Chloé est entrée dans ma chambre, où la toile séchait sur un chevalet. Elle l'a observée longuement, avec un petit sourire indéchiffrable. C'est joli, a-t-elle finalement concédé. Mais le ciel est un peu vide, tu ne trouves pas? Avant que je puisse réagir, elle a attrapé un pinceau trempé dans de la peinture noire et a tracé une ligne agressive en plein milieu de mon ciel dégradé de mauve et d'orange. Voilà, a-t-elle dit avec un naturel désarmant. C'est plus, moderne. Mon cœur d'adolescente s'est brisé. Face aux larmes et aux accusations, elle a plaidé l'accident, la maladresse. Et comme toujours, mes parents l'ont cru. Avec le temps, j'ai appris à construire des murs, à garder mes joies et mes projets les plus précieux pour moi. C'est la raison pour laquelle personne dans ma famille ne connaissait l'existence de Thomas. Thomas Dubois. Notre rencontre, 6 mois plus tôt lors d'une conférence, avait été une évidence. Il était directeur marketing, passionné et brillant. Et par une incroyable coïncidence,
il travaillait chez Horizon Media. Notre amour était une bulle de bonheur que nous avions décidé de protéger du monde extérieur, et surtout du monde du travail. Je voulais ce poste pour mes compétences, pas parce que je sortais avec un directeur. Je voulais être Amélie Martin, la recrue de talent, pas Amélie Martin, la petite amie d'eux. Thomas, merveilleux, avait compris et soutenu cette décision sans hésiter. Il ignorait tout de ma relation conflictuelle avec Chloé, et je ne savais même pas précisément où elle travaillait, juste, dans les RH d'une grande boîte à Lyon. Le destin tissait sa toile, et nous étions des marionnettes inconscientes. Ce matin-là, en ajustant le col de ma chemise, je me sentais invincible. J'étais prête. J'étais alignée avec mon rêve. Je quittais la maison, le cœur léger et l'esprit combatif, sans me douter un seul instant que j'entrais dans l'arène non pas pour un entretien, mais pour un combat fratricide dont l'issue allait changer ma vie à jamais. La matinée de l'entretien avait débuté par un rituel méticuleux, une chorégraphie conçue pour me donner force et confiance. La veille, j'avais sorti mon armure de combat, un tailleur-pantalon bleu marine d'une coupe impeccable et une chemise en soie d'un blanc éclatant. Chaque pli avait été effacé par la vapeur chaude du fer, chaque bouton vérifié. Cette tenue était plus qu'un simple vêtement, c'était une déclaration d'intention, le costume de la femme que j'aspirais à devenir au sein d'Horizon Media. Je vivais encore dans la maison de mon enfance, un arrangement pratique qui me permettait d'économiser en attendant de trouver l'appartement de mes rêves. Chloé y vivait aussi, dans un statu quo fait de silence poli et de territoires soigneusement délimités. Ce matin-là, alors que je prenais un petit déjeuner léger dans la cuisine, un thé fumant pour apaiser le nœud dans mon estomac, elle est descendue, déjà prête pour sa journée de travail. Elle tenait à la main une grande tasse de café noir, dont l'arôme puissant emplissait la pièce. Alors, prête pour le grand oral, lança-t-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux qui me jaugeaient. Oui, un peu nerveuse, mais ça va, répondis-je, en me concentrant sur ma tasse pour éviter son regard. Fais attention, Amélie, continua-t-elle en s'approchant, adoptant un ton faussement protecteur. Dans ce genre de boîte, ils ne font pas de cadeaux. La compétition est féroce. Il faut être parfaite. Elle fit mine de se pencher pour lire un article sur le journal posé sur la table, juste à côté de moi. Son mouvement fut à la fois rapide et étrangement décomposé. Un « oh » mince alors, théâtral, et le contenu entier de sa tasse de café brûlant bascula, formant une cascade sombre et odorante directement sur le devant de ma chemise blanche. La tache, hideuse, s'étendit instantanément sur la soie délicate. C'était une œuvre d'art abstraite et cruelle, une souillure impossible à ignorer. « Oh, je suis tellement désolée », s'exclama-t-elle, sa voix dégoulinante d'une fausse compassion. Elle attrapa une éponge avec une lenteur calculée. « Quelle maladroite je fais !»« Attends, je vais nettoyer ça. » Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Ma chemise était ruinée. Ma préparation méticuleuse, mon armure immaculée, tout était gâché. J'ai senti une vague de chaleur monter à mes joues, un mélange de rage impuissante et de désespoir. Un accident ? Jamais de la vie. Le timing était trop parfait, le geste trop précis dans sa prétendue maladresse. C'était sa signature, un sabotage déguisé en faux pas, lui permettant de me nuire tout en conservant son image de grande sœur bienveillante. Ce n'est rien, ça arrive, réussis-je à articuler, ma voix étranglée par l'effort de ne pas hurler. Je me suis précipitée à l'étage, le cœur battant la chamade. Mon plan si parfait était en train de s'effondrer. J'ai dû fouiller mon armoire dans un état de panique, le temps filant dangereusement. J'ai finalement trouvé un chemisier de rechange, une pièce de couleur crème, moins formelle, qui jurait légèrement avec le bleu marine du tailleur. En me regardant dans le miroir, l'image de la professionnelle assurée avait disparu, remplacée par celle d'une femme pressée, dont la tenue semblait être un compromis de dernière minute. C'était exactement son but, fissurer ma confiance avant même que je n'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison en trombe, déjà en retard, le stress me nouant l'estomac. Dans le tramway bondé qui me menait vers le quartier des affaires de la Pardieu, mon téléphone a vibré. C'était un message de Chloé. 4 mots, simples et glaçants, bonne chance. Tu en auras besoin. Ce n'était pas un encouragement. C'était une déclaration de guerre. J'ai fermé les yeux, ignorant le brouhaha autour de moi,
et j'ai forcé ma respiration à ralentir. Elle ne gagnera pas, me suis-je répété, encore et encore. Ceci n'est qu'un contretemps. Tes compétences, ton portfolio, ton expérience, voilà ce qui compte. Pas une stupide tache de café. J'ai passé le reste du trajet à me replonger dans mes notes, à visualiser mes réussites passées, à reconstruire mentalement la forteresse de confiance que ma sœur avait tenté de saper. En arrivant devant l'imposante tour de verre d'Horizon Média, j'ai marqué une pause sur le parvis. J'ai pris une grande inspiration, j'ai redressé mes épaules et j'ai arrangé le col de mon chemisier de fortune. J'allais entrer dans ce bâtiment la tête haute, le sourire aux lèvres. Je ne lui offrirais pas la satisfaction de me voir diminuer. L'accueil était à l'image de l'entreprise, design, épuré et impressionnant. Une jeune femme m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Bonjour, Amélie Martin, j'ai rendez-vous à 10 heures pour un entretien. Après une rapide vérification, elle me tendit un badge. Parfait, Madame Martin. Ils vous attendent au 15e étage, salle, créativité. C'est tout au bout du couloir. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai senti une nouvelle vague d'adrénaline, positive cette fois. J'étais là. J'avais surmonté le premier sabotage. Mais en sortant au 15e étage, une autre secrétaire m'a accueilli avec une phrase qui a glacé le sang dans mes veines et fait s'écrouler mon fragile regain de confiance. Bonjour. Le jury est prêt. Madame Chloé vous attend. Mon estomac se serra si violemment que j'en eus le souffle coupé. Chloé. Ici, ce n'était pas un hasard. C'était une embuscade. Le nom, Chloé, prononcé dans ce contexte professionnel et impersonnel, a eu l'effet d'une décharge électrique. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter l'information, à comprendre l'ampleur de la catastrophe. Chloé n'était pas juste une employée ici. Elle était Madame Chloé, celle qui m'attendait, celle qui faisait partie du jury. Mon premier réflexe a été la fuite. Une migraine soudaine, une urgence familiale, n'importe quelle excuse pour faire demi-tour et échapper au piège qui venait de se refermer sur moi. Mais la fierté, ou peut-être juste l'épuisement de toujours céder, m'a cloué sur place. J'avais travaillé trop dur, sacrifié trop de choses pour abandonner sans même me battre. J'ai suivi la secrétaire dans un long couloir au mur blanc, mes talons résonnant sur le parquet avec un bruit qui me semblait assourdissant. Chaque pas me rapprochait de la confrontation que j'avais passé ma vie à éviter. La porte de la salle, créativité, était entr'ouverte. J'ai poussé la porte et je suis entrée. La scène était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. La pièce était grande et lumineuse, avec une vue imprenable sur Lyon. Au centre, une longue table en verre poli reflétait le ciel. Et à la place d'honneur, comme une reine sur son trône, siégeait Chloé. Elle portait un tailleur-jupe gris anthracite, strict et impeccable, qui lui conférait une autorité froide. Un sourire à peine perceptible, un mélange de surprise feinte et de satisfaction non dissimulée, flottait sur ses lèvres. À côté d'elle, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et à l'expression sérieuse, étudiait mon portfolio. « Bonjour Amélie. »« Prenez place, je vous en prie, » a dit Chloé d'un ton neutre, professionnel, comme si elle s'adressait à une parfaite inconnue. Le contraste entre ce ton et la connaissance intime qu'elle avait de mes failles les plus profondes était terrifiant. Je suis Chloé Dubois, directrice des ressources humaines. Je vous présente Monsieur Martin, notre consultant expert en recrutement, qui nous accompagne aujourd'hui. Directrice. Pas juste une employée. La directrice. Elle tenait ma carrière entre ses mains et elle le savait. J'ai serré la main de Monsieur Martin, dont le regard était curieux mais bienveillant, et je me suis assise en face d'eux, le dos aussi droit que le permettait la boule de nerfs dans mon ventre. L'entretien a commencé de manière étonnamment normale. Monsieur Martin a mené la première partie de l'échange. Ses questions étaient pointues, exigeantes, mais toujours justes. Il m'a interrogé sur mes stratégies de marque, mes compétences en gestion de projet, ma capacité à analyser les données du marché. Lentement, je me suis laissé prendre au jeu. La passion pour mon métier a pris le dessus sur la peur. J'ai parlé de mes campagnes avec enthousiasme, j'ai détaillé mes succès avec des chiffres précis, j'ai même partagé quelques leçons apprises de mes échecs. Je sentais que je le convainquais. Je voyais à ses hochements de tête, aux notes qu'il prenait, que mon profil l'intéressait.
Pendant un court instant, j'ai cru que mon professionnalisme pourrait l'emporter sur la malveillance de ma sœur. J'ai osé espérer. Quelle folie! Dès que M. Martin a posé son stylo, signifiant la fin de ses questions, Chloé s'est emparée de la conversation. Et le rêve s'est transformé en cauchemar. Merci, cher collègue, dit-elle à M. Martin avant de tourner son regard d'acier vers moi. Amélie, votre parcours est coloré. Je vois que vous avez travaillé pour une petite agence locale, Créa Sud. Parlez-nous de ce contrat avec la savonnerie Douceur. Il me semble que le client a mis fin à la collaboration plus tôt que prévu. Un différend créatif, n'est-ce pas? Le coup était précis, chirurgical. Comment savait-elle ça? C'était un détail enfoui dans mon passé, une information qui n'apparaissait nulle part sur mon CV. Elle avait dû enquêter, passer des coups de fil, fouiller pour trouver la moindre faille. Elle n'était pas là pour m'évaluer. Elle était là pour m'exécuter. J'ai gardé mon calme, expliquant le contexte, un changement de direction chez le client et la manière dont nous avions géré la transition en bons termes. Mais elle n'en avait pas fini. Elle a continué, passant mon CV au crible, non pas pour y trouver des forces, mais pour y dénicher des faiblesses, quitte à les inventer. Et cette campagne pour la start-up Vélocité? Un budget dépassé de 5%, je crois? Comment justifiez-vous ce manque de rigueur financière? Elle mentait. Le budget avait été respecté à l'euro près, j'avais les rapports pour le prouver. Mais comment le dire sans paraître agressive, sans l'accuser ouvertement de diffamation? J'étais prise au piège. Monsieur Martin commençait à froncer les sourcils, sentant que l'entretien dérapait vers quelque chose de personnel et de malsain. Il a tenté une diversion. Peut-être pourrions-nous parler de la campagne primée que vous avez menée pour Gourmet d'ici? Les résultats étaient exceptionnels. Chloé l'a balayé d'un geste de la main. Nous y viendrons. Mais je pense qu'il est essentiel de comprendre comment un candidat gère l'adversité et l'échec. Son regard brillait d'une lueur triomphante. Elle me tenait. Elle me voyait me débattre, et elle adorait ça. Chaque seconde de mon supplice était un délice pour elle. Puis, elle a décidé de porter le coup de grâce, de passer de l'insinuation professionnelle à l'attaque personnelle la plus humiliante. Elle s'est penchée en avant, son sourire s'élargissant, et a demandé d'une voix faussement douce, « C'est très instructif. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais revenir un peu en arrière. Racontez-nous ce qui s'est passé durant votre première année de licence. Il semblerait que vous ayez eu quelques difficultés académiques. » Sa question a explosé dans le silence de la pièce comme une grenade. Mon redoublement. C'était il y a une décennie. Une cicatrice que je pensais guérie, une période de ma vie que j'avais classée et archivée. C'était une année où mon corps m'avait trahi, où des problèmes de santé m'avaient cloué au lit pendant des semaines, rendant la réussite de mes examens impossible. C'était une histoire de vulnérabilité, de combat personnel, qui n'avait absolument aucune place dans un entretien d'embauche. Mais pour Chloé, c'était la munition parfaite, l'arme ultime pour me discréditer. J'ai senti le sang refluer de mon visage, laissant une sensation de froid glacial sur ma peau. Mes mains, posées sur mes genoux, sont devenues moites. J'ai cherché de l'aide dans le regard de M. Martin. Son visage était un masque d'indignation. Il a posé son stylo avec un bruit sec sur la table. « Madame la directrice », a-t-il dit, sa voix grave et chargée de reproches. Je dois vous dire que je suis extrêmement mal à l'aise. Cette question est non seulement inappropriée, mais elle est aussi potentiellement discriminatoire. Nous n'avons pas à connaître les détails du parcours universitaire de mademoiselle Martin, encore moins ses problèmes de santé passés. Je vous demande de revenir à des questions pertinentes pour le poste. La réprimande était claire, directe. N'importe quel professionnel normalement constitué aurait compris le message et se serait excusé. Mais Chloé n'était pas une professionnelle. Elle était une tortionnaire. Elle lui a adressé un sourire condescendant. « Cher Monsieur Martin, votre prudence vous honore. Mais chez Horizon Média, nous ne recrutons pas seulement des compétences, nous recrutons des personnalités, des caractères. La résilience est la qualité numéro 1 que nous recherchons. Je cherche simplement à comprendre comment Amélie a surmonté cet échec précoce. C'est tout à son honneur, n'est-ce pas? Le piège était diabolique.
Elle retournait la situation pour se donner le beau rôle, celui de la recruteuse exigeante qui cherchait à déceler la force de caractère. Mais je savais, et Monsieur Martin savait, que son seul but était de m'humilier. J'ai pris une inspiration, cherchant de l'air dans cette pièce qui semblait soudainement trop petite. J'ai rencontré des difficultés de santé cette année-là, ai-je répondu d'une voix que je voulais neutre, espérant que la mention de la santé créerait un tabou qu'elle n'oserait pas franchir. Quelle naïveté! Elle a sauté sur l'occasion. Des difficultés de santé, a-t-elle répété, en penchant la tête sur le côté avec une fausse compassion. Ou peut-être une difficulté à gérer la pression de l'autonomie? Le passage du lycée aux études supérieures est parfois brutal. Il faut une grande discipline, une grande maturité. Des qualités indispensables pour le poste que vous visez, qui impliquent de gérer des budgets de plusieurs millions d'euros. C'en était trop. C'était une attaque en règle. Elle ne se contentait pas de salir mon passé, elle remettait en question ma capacité à assumer le poste pour lequel j'étais là. Et c'est là que je me suis sentie complètement seule. C'est un moment que je veux partager avec vous, qui m'écoutez. Avez-vous déjà été dans une situation où vous étiez publiquement rabaissé, où chaque mot semblait conçu pour vous faire du mal? Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous craqué et fondu en larmes? Auriez-vous explosé de colère et tout envoyé promener? Ou auriez-vous encaissé, en silence? Partagez vos pensées dans les commentaires. Savoir comment d'autres auraient réagi m'aide, encore aujourd'hui, à analyser la situation. Moi, j'ai choisi une quatrième voie. La voie du froid. J'ai puisé dans une réserve de force que j'ignorais posséder. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux, et j'ai dit, d'une voix dénuée de toute émotion, ma capacité à gérer la pression et les budgets est détaillée dans mon portfolio, avec des résultats concrets et des témoignages de mes anciens employeurs. Je vous suggère de vous y référer. Le coup l'a touchée. Elle ne s'attendait pas à cette repartie glaciale. Son visage s'est fermé. Le masque de la professionnelle bienveillante est tombé, révélant la pure méchanceté en dessous. Elle a saisi mon CV, ce pauvre bout de papier qui avait déjà tant souffert, et l'a brandi comme une arme. Votre portfolio, a-t-elle sifflé entre ses dents. Vous voulez parler de ces quelques campagnes pour des PME de province? Vous croyez sincèrement que c'est avec ça que vous allez jouer dans la cour des grands? Elle a laissé échapper un petit rire sec, un son laid qui a écorché le silence. Puis, elle s'est levée. Lentement. Elle a contourné la table pour se tenir juste à côté de moi. Je devais lever la tête pour la regarder. Elle me dominait, physiquement, comme elle avait essayé de me dominer mentalement toute ma vie. Amélie, a-t-elle commencé, sa voix n'étant plus qu'un murmure menaçant. Tu veux vraiment que je te dise ce que je pense de ta candidature? Tu veux savoir si tu as l'étoffe d'une employée d'Horizon Média? Elle a marqué une pause, un prédateur savourant l'instant avant de porter le coup fatal. Et puis, elle a prononcé la sentence, articulant chaque syllabe pour que je la reçoive en plein cœur. Tu n'es même pas qualifié. Les mots étaient comme des pierres. Mais ce n'était pas assez pour elle. Il lui fallait un geste plus fort, un acte de destruction symbolique. Sous le regard horrifié de Monsieur Martin et le mien, vide de toute expression, elle a pris mon CV à deux mains. Et avec un cri de satisfaction rageuse, elle l'a déchiré en deux. Puis en quatre. Le bruit du papier se déchirant a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Elle a jeté les confettis de ma carrière sur la table, devant moi. C'était fini. Elle avait gagné. Le temps s'est suspendu. Les fragments de mon CV, les témoins déchiquetés de mes espoirs, gisaient sur la surface froide de la table en verre. Je les fixais, incapable de penser, incapable de ressentir autre chose qu'un vide immense. Un silence de cathédrale s'était installé, un silence si profond qu'il semblait absorber tout l'air de la pièce. Mes yeux me brûlaient, mais je me suis juré de ne pas lui donner la satisfaction de mes larmes. Pas ici. Pas maintenant. Monsieur Martin était pétrifié. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, son regard passant de Chloé à moi, puis aux débris de papier, comme s'il était le témoin d'un accident de voiture au ralenti. Chloé, quant à elle, s'était rassise. Elle avait croisé les bras, le menton relevé, affichant une expression de triomphe absolu. C'était le visage d'une personne qui venait d'assouvir une vieille faim, une vieille rancune.
Elle pensait avoir porté le coup de grâce. C'est à cet instant précis, au nadir de mon humiliation, alors que tout semblait perdu, que la porte de la salle de réunion s'est ouverte sans que personne n'ait frappé. Un homme est entré, absorbé par la lecture d'un document sur sa tablette. Grand, une allure assurée, vêtu d'un costume qui semblait taillé sur mesure. C'était Thomas. Mon Thomas. Chloé, excusez-moi de vous déranger, je voulais juste vérifier avec vous le. Il a levé les yeux de son écran et sa phrase est morte sur ses lèvres. Son regard a balayé la pièce. Il m'a vu. La surprise a d'abord illuminé son visage, suivi d'un sourire radieux. Amélie. Quelle bonne surprise. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui ton entretien. Il s'est avancé de quelques pas, et c'est là que son sourire s'est effacé. Il a vu la scène dans son entièreté, comme un détective arrivant sur une scène de crime. Il a vu les morceaux de papier éparpillés sur la table. Il a vu mon visage, livide et fermé. Il a vu l'expression de stupeur de Monsieur Martin. Et surtout, il a vu l'air de triomphe sur le visage de Chloé qui se figeait, se muant en une incrédulité paniquée. Il n'a pas eu besoin d'explication. Il a tout compris en une fraction de seconde. Je l'ai vu dans son regard, la confusion, puis la compréhension, et enfin, une colère froide et intense. Une colère qui ne s'exprime pas par des cris, mais par un calme terrifiant. Il a ignoré Chloé. Il a ignoré Monsieur Martin. Il a marché droit sur moi. Devant ces deux témoins, il a posé sa tablette sur la table, a mis une main rassurante sur mon épaule, s'est penché et a déposé un baiser léger et protecteur sur mon front. C'était un geste simple, mais dans ce contexte, c'était une déclaration. Un acte de loyauté. Un bouclier. Puis, il s'est redressé, et sa voix, calme mais portant dans toute la pièce, a brisé le silence. Ma chérie, te voilà. J'allais justement t'envoyer un message. Je t'invite à déjeuner dès que tu as terminé. Ma chérie. 2 mots. 2 mots qui ont fait l'effet d'une déflagration. J'ai osé tourner la tête vers Chloé. C'était comme regarder une statue de cire fondre au soleil. Son visage avait perdu toute couleur, passant du rose de la satisfaction à un blanc maladif. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte, comme un poisson hors de l'eau. Ses yeux faisaient des allers-retours frénétiques entre Thomas et moi, son cerveau refusant d'accepter l'horrible vérité qui s'imposait à elle. Elle n'avait pas simplement humilié une candidate. Elle avait déclaré la guerre à la compagne de son supérieur hiérarchique direct. Monsieur Martin, lui, semblait avoir compris la situation et un éclair de soulagement, presque de jubilation, a traversé son regard. Thomas a gardé sa main sur mon épaule, un contact physique qui me maintenait ancré dans la réalité. Puis, son regard a quitté le mien pour se poser, lentement, sur Chloé. Toute trace de chaleur avait disparu de ses yeux. Ils étaient devenus 2 morceaux de glace. D'un geste lent et délibéré, il a pointé du doigt les restes de mon CV. Et il a parlé. Sa voix était basse, presque un chuchotement, mais elle était chargée d'une telle autorité que chaque mot semblait avoir le poids d'une enclume. Chloé, a-t-il dit, en détachant bien chaque syllabe. Pouvez-vous m'expliquer? Ce qui se passe ici? La question de Thomas, posée sur un ton d'une tranquillité mortelle, a eu l'effet d'un coup de fouet. Ce n'était pas une invitation à la discussion, c'était une sommation. Chloé a sursauté comme si on l'avait piquée. La panique, jusqu'alors contenue, a déferlé sur son visage, le déformant en un masque de terreur. Elle était piégée. Le prédateur était devenu la proie. Monsieur le directeur. A-t-elle commencé, sa voix n'étant plus qu'un filet étranglé. L'assurance de la directrice des ressources humaines avait volé en éclats, ne laissant qu'une femme terrifiée face aux conséquences de ses actes. C'est une candidate. Pour le poste de spécialiste senior. Nous étions en plein entretien. Thomas est resté immobile, son regard d'acier ne la quittant pas d'une semelle. Un entretien, a-t-il répété, le mot sonnant comme une insulte dans sa bouche. Et la procédure standard chez Horizon Média inclut désormais la destruction des documents des candidats? C'est une nouvelle politique de gestion du stress? Personne ne m'a mis au courant.
Le sarcasme était si tranchant qu'il aurait pu couper du verre. Non. Non, bien sûr que non, s'est-elle écriée, sa voix montant dans les aigus. Elle cherchait désespérément une issue, une explication plausible. C'était une mise en situation. Un test. Oui, c'est ça, un test de résistance à la pression. Pour voir comment la candidate, gérait une situation conflictuelle inattendue. C'est une technique très avant-gardiste. L'excuse était si lamentable, si transparente dans son absurdité, que j'ai presque eu un rire nerveux. Monsieur Martin, à côté d'elle, a levé les yeux au ciel dans un geste d'exaspération non dissimulé. Thomas a esquissé un sourire qui n'avait rien d'amusé. Un test. Fascinant. Et je suppose que les questions sur sa première année d'université, il y a 10 ans, faisaient aussi partie de cette technique avant-gardiste? Les insinuations sur son manque de discipline, c'était pour tester quoi, exactement? Sa patience? Chloé a blêmi. Il avait tout entendu. Elle a tenté un dernier mensonge désespéré. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Cet entretien a été mené dans les règles de l'art. C'en était trop pour Monsieur Martin. Il a décidé qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade. Il s'est redressé, a ajusté sa cravate comme pour se donner une contenance officielle, et a pris la parole d'une voix forte et claire. Monsieur le directeur Dubois, je vous demande pardon d'intervenir, a-t-il commencé, et toute l'attention s'est portée sur lui. Mon rôle ici, en tant que consultant externe, est de garantir l'intégrité de vos processus de recrutement. Et je dois vous le dire en toute franchise, en plus de 20 ans de carrière, je n'ai jamais été témoin d'un tel manque de professionnalisme et d'une telle malveillance. Il a fait une pause, laissant ses mots infuser dans le silence. Le comportement de Madame Dubois a été partial et agressif du début à la fin. Elle a utilisé des informations qui relèvent de la sphère privée pour déstabiliser Mademoiselle Martin. Elle a déformé les faits de son parcours professionnel. Son interrogatoire relevait davantage du harcèlement que de l'évaluation. Et l'acte final, la destruction du CV, constitue une faute professionnelle d'une gravité exceptionnelle. Mon rapport à votre direction sera sans équivoque sur ce point. Chaque phrase de Monsieur Martin était un coup de marteau sur le cercueil de la carrière de Chloé. Venant d'un expert neutre et respecté, son témoignage était une condamnation sans appel. Il n'y avait plus aucune issue, plus aucun mensonge possible. Face à ce mur, le dernier semblant de contrôle de Chloé a volé en éclats. Son visage s'est crispé et elle a éclaté en sanglots bruyants et désordonnés. Des larmes de défaite, pas de regret. S'il vous plaît, monsieur le directeur, pardonnez-moi, a-t-elle gémi, tendant une main suppliante vers lui. C'est un terrible malentendu. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas que c'était votre petite amie. Cette phrase, cet aveu involontaire de sa morale à géométrie variable, a été la goutte d'eau. La colère froide de Thomas a explosé. Il a abattu sa main sur la table, le bruit sec faisant sursauter tout le monde. Alors c'est ça, le fond du problème, a-t-il tonné, sa voix emplissant la pièce. Ce qui vous dérange, ce n'est pas d'avoir traité un être humain de cette façon, mais d'avoir traité la petite amie du patron de cette façon? Donc, si Amélie avait été n'importe qui d'autre, tout cela aurait été normal pour vous? C'est ça, votre définition de l'éthique, madame la directrice? Elle n'a pu que secouer la tête, noyée dans ses larmes. Elle avait tout perdu. Son poste, sa dignité, et le peu de respect que quiconque dans cette pièce aurait pu avoir pour elle. Thomas l'a observé un long moment, laissant son désespoir s'exposer. Puis, son calme est revenu, plus effrayant encore que sa colère. Il l'a regardé comme on regarde un objet cassé, sans valeur. Et il a prononcé la phrase qui allait mettre un point final à ce chapitre de sa vie, et au début du mien. Le comportement dont vous avez fait preuve aujourd'hui, a commencé Thomas, sa voix redevenue calme, presque clinique, n'est pas une simple faute. C'est une négation de tout ce que nous essayons de construire chez Horizon Média. Le respect, l'intégrité, la bienveillance, ce ne sont pas de jolis mots sur une brochure. Ce sont les piliers de notre culture. Et vous venez de les réduire en poussière. Il a marqué une pause, la laissant mesurer la portée de ses paroles. Chloé avait cessé ses sanglots bruyants, remplacés par des hoquets silencieux, son regard fixé sur lui,
attendant la sentence inévitable. En conséquence, a poursuivi Thomas, votre contrat de travail avec Horizon Media prend fin. Immédiatement. Je vous demande de bien vouloir rassembler vos effets personnels. Un agent de sécurité va vous raccompagner. Les formalités de votre départ vous seront communiquées par courrier. Les mots sont tombés, clairs, nets, irrévocables. Viré. Sur le champ. Le choc sur le visage de Chloé était total. Elle est restée figée, comme si elle n'arrivait pas à intégrer l'information. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour une dernière supplique, mais le regard de Thomas était une porte fermée à double tour. Il n'y avait plus rien à négocier. Comme sur un signal invisible, un agent de sécurité est apparu dans l'encadrement de la porte. Il n'a rien dit, attendant simplement. Chloé s'est levée, ses mouvements lents et robotiques. Elle a attrapé son sac à main, a jeté un dernier regard haineux dans ma direction, un regard qui disait « c'est de ta faute », puis elle a quitté la pièce, suivie de près par l'agent. La porte s'est refermée dans un déclic qui a sonné comme le point final d'une longue et douloureuse histoire. Je suis restée assise, une vague de tremblements parcourant tout mon corps. C'était le contre-coup. L'adrénaline qui m'avait maintenue droite et digne s'est retirée d'un coup, me laissant vide et épuisée. Thomas s'est immédiatement tourné vers moi, toute la dureté de son visage s'effaçant pour laisser place à une infinie tendresse. Il s'est agenouillé à mes côtés. « Amélie, est-ce que ça va ?» a-t-il murmuré. « Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû te laisser vivre ça. » J'ai réussi à hocher la tête, les mots ne venant pas. Il a pris ma main, froide et moite, dans les siennes, chaude et rassurante. « Je te le jure, je n'en savais rien, a-t-il insisté, et je lisais la vérité dans son regard. Ton nom de famille est Martin, le sien est Dubois. Je n'ai jamais fait le lien. Et surtout, je viens d'être transféré de notre siège parisien il y a à peine 2 mois. Je n'ai pas encore rencontré tous les responsables de département. Quand j'ai vu ton nom sur la liste des entretiens, j'étais fou de joie, mais je n'ai pas imaginé une seule seconde que la DRH pouvait être ta sœur. Cette révélation a été un choc. Ce n'était donc pas un test du destin, une épreuve cosmique. C'était juste une coïncidence. Une coïncidence terrible et finalement heureuse, qui avait forcé Chloé à révéler son vrai visage au grand jour. Et je me tourne à nouveau vers vous, qui m'écoutez. Croyez-vous aux coïncidences ? Ou pensez-vous que l'univers a parfois des manières bien étranges de remettre les choses en ordre, de forcer la vérité à éclater ? Monsieur Martin s'est alors approché, son visage empreint d'une sincère compassion. « Mademoiselle Martin, a-t-il dit d'une voix douce. Permettez-moi de vous présenter les excuses les plus sincères de l'entreprise. Ce qui vient de se produire est une honte. Cependant, je tiens à vous dire que durant la première partie de l'entretien, j'ai été profondément impressionné par votre parcours, votre vision et votre professionnalisme. » Il a hésité un instant, puis a continué. « Je comprendrais parfaitement que vous ne souhaitiez plus jamais remettre les pieds ici. Mais si, par hasard, vous êtes toujours intéressé par le poste, je m'engage personnellement à vous organiser un nouvel entretien, dès que vous le souhaiterez, avec un jury compétent et impartial. Une deuxième chance. Une vraie. » Malgré tout, le rêve était toujours là, tenace. Abandonner maintenant, c'était donner à Chloé une victoire posthume. Oui, ai-je réussi à dire, ma voix encore fragile. J'accepte. Merci, monsieur Martin. Un sourire a illuminé son visage. C'est nous qui vous remercions pour votre courage. Thomas m'a aidé à me lever. Il a rassemblé les morceaux de mon CV. Ne t'inquiète pas pour ça, m'a-t-il dit. Ton vrai CV, celui qui compte, il est dans ta tête et dans ton cœur. Il m'a raccompagné hors de la salle, sa main posée dans mon dos comme un rempart contre le monde. En sortant dans la rue, l'air frais de Lyon sur mon visage, je me sentais renaître. J'avais survécu. Mais une nouvelle angoisse a commencé à poindre. Comment allais-je rentrer à la maison ce soir ? Comment allais-je faire face à mes parents, à ce drame familial qui ne faisait que commencer ? Le lendemain matin, c'est avec un mélange d'appréhension et de détermination que j'ai de nouveau franchi les portes d'Horizon Média. L'atmosphère semblait plus légère, comme si l'air avait été purifié. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire sincère et encourageant. J'ai été conduite dans une autre salle de réunion, plus petite, plus chaleureuse.
Le nouveau jury était là, Monsieur Martin, accompagné d'une femme d'une quarantaine d'années, la directrice de la création, et d'un homme plus jeune, le responsable de la stratégie digitale. L'entretien a été tout ce que le précédent n'avait pas été, un échange stimulant, respectueux et incroyablement enrichissant. Il n'y avait pas de piège, pas de sous-entendu. Juste une conversation passionnée entre des gens qui aimaient leur métier. J'ai pu parler de mes idées, développer ma vision, montrer l'étendue de mes compétences sans avoir à me défendre. Je me sentais écoutée, comprise, appréciée à ma juste valeur. Quand je suis sortie, 1 heure plus tard, j'étais épuisée mais sereine. J'avais donné le meilleur de moi-même. Le reste ne dépendait plus de moi. La semaine qui a suivi a été l'une des plus longues de ma vie. À la maison, une chape de plomb s'était abattue. Chloé se terrait dans sa chambre, n'en sortant que lorsque j'étais absente. Mes parents, sentant la tension extrême, posaient des questions inquiètes auxquelles ni l'une ni l'autre ne répondait. Je ne me sentais pas la force de leur raconter l'horrible vérité. J'attendais. L'appel est arrivé un vendredi après-midi. Un numéro inconnu. C'était le nouveau responsable des RH d'Horizon Média. Mon cœur a manqué un battement. Après les salutations d'usage, il a prononcé les mots que j'espérais tant entendre. Suite à votre entretien, le jury a été unanime. Votre profil correspond parfaitement à nos attentes. C'est avec un grand plaisir que nous vous proposons le poste de spécialiste marketing senior. J'ai fermé les yeux, une vague d'émotions pure me submergeant. J'ai pleuré, mais cette fois, c'était des larmes de joie et de soulagement. J'avais réussi. Contre vent et marée, j'avais réussi. J'accepte, bien sûr que j'accepte, ai-je répondu, ma voix brisée par l'émotion. L'homme a ajouté un détail crucial, pour votre information, et par souci de transparence, Monsieur Dubois s'est totalement retiré du processus de délibération pour garantir une objectivité totale. La décision est basée à 100% sur votre performance et vos compétences. C'était la cerise sur le gâteau. C'était ma victoire, et rien que la mienne. Mon premier jour de travail a été comme un rêve. L'équipe était accueillante, les projets passionnants. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Thomas et moi avons choisi ce moment pour officialiser notre relation au sein de l'entreprise. Nous l'avons fait de manière simple, en informant les personnes concernées. Bien sûr, il y a eu quelques murmures dans les couloirs, mais mon engagement et la qualité de mon travail ont rapidement dissipé les doutes. J'ai gagné le respect de mes collègues par mes actions, pas par mon statut. Le soir de ma première semaine de travail, la bombe a explosé à la maison. Chloé, probablement à court de mensonges pour expliquer son absence de travail, a tout avoué à mes parents. Leur monde s'est écroulé. La déception et la tristesse que j'ai lues sur leur visage étaient terribles. Pour la première fois, ils voyaient leur fille aînée non plus comme un modèle, mais comme une personne capable du pire par jalousie. Plus tard, elle a frappé à la porte de ma chambre. Elle a murmuré des excuses, a parlé de stress, de pression. Mais je n'ai entendu aucun regret sincère pour le mal qu'elle m'avait infligé. Seulement de l'apitoiement sur son propre sort. J'entends tes excuses, Chloé, lui ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Mais comprendre ne veut pas dire pardonner. Pas maintenant. Tu as brisé quelque chose de fondamental entre nous. J'ai besoin de temps. Elle n'a rien répondu et a quitté ma chambre. Le fossé entre nous était devenu un canyon. Ma nouvelle vie, cependant, était radieuse. Je m'épanouissais dans mon travail, mon amour pour Thomas grandissait chaque jour. J'ai rapidement trouvé mon propre appartement, un petit cocon de paix au cœur de Lyon. J'avais tout gagné, la carrière de mes rêves, l'amour, et surtout, le respect de moi-même. Mais parfois, la nuit, une question me hantait, une victoire professionnelle, aussi éclatante soit-elle, peut-elle vraiment compenser la perte d'une sœur ? Plusieurs mois se sont écoulés. L'automne a laissé place à l'hiver, et la routine de ma nouvelle vie s'est installée, apaisante et excitante à la fois. Avec la distance, j'ai pu regarder en arrière, non plus avec la douleur vive de l'humiliation, mais avec la clarté de l'analyse. La colère s'était dissipée, laissant place à une profonde compréhension, non pas pour pardonner à Chloé, mais pour me libérer moi-même. J'ai compris que le comportement de ma sœur n'avait, au fond, que très peu à voir avec moi. J'étais une cible, un prétexte.
Le véritable conflit se jouait à l'intérieur d'elle-même. Sa jalousie n'était pas née de mes succès, mais de son propre sentiment d'échec, de sa propre insécurité. Chaque réussite de ma part était, pour elle, le reflet de ce qu'elle n'était pas ou n'avait pas. En tentant de m'éteindre, elle ne cherchait pas à me nuire pour le plaisir, mais à faire taire la voix en elle qui lui murmurait qu'elle n'était pas assez bien. C'était un acte désespéré pour se sentir supérieure, ne serait-ce qu'un instant. Cette prise de conscience a été un tournant. J'ai cessé de me demander « Pourquoi moi ? Que ai-je fait pour mériter ça ?» J'ai compris que je n'étais pas le problème. Je n'avais pas à m'excuser d'exister, de réussir, de rêver. Je me suis délestée d'un fardeau de culpabilité que je portais sans même m'en rendre compte depuis l'enfance. La blessure restait, mais elle ne me définissait plus. Elle est devenue une leçon. La première leçon, la plus fondamentale, est celle de l'estime de soi. Votre valeur intrinsèque ne dépend jamais, au grand jamais, du regard des autres. Même si cet autre est votre propre sœur. Pendant des années, j'ai laissé le jugement de Chloé m'atteindre, j'ai laissé ces critiques insidieuses semer le doute en moi. Cette épreuve m'a forcé à devenir mon propre roc, mon propre soutien. Elle m'a appris à faire confiance à ma propre voix intérieure, celle qui connaissait ma valeur bien avant que le monde extérieur ne la reconnaisse. La deuxième leçon est celle des limites. L'amour, même l'amour familial, ne doit jamais être un chèque en blanc pour la toxicité. J'ai appris que dire « non », que mettre de la distance, que refuser d'accepter un comportement destructeur n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de préservation. C'est se dire à soi-même « je mérite le respect. Je mérite la bienveillance ». En établissant cette frontière claire avec Chloé, j'ai non seulement protégé ma santé mentale, mais j'ai aussi redéfini les termes de toutes mes futures relations. Enfin, j'ai appris que la vie a une étrange façon de transformer le poison en remède. Cet entretien, qui aurait dû être le pire jour de ma vie, est devenu le catalyseur de ma libération. Sans cette humiliation extrême, aurais-je jamais eu le courage de couper les ponts toxiques ? Sans cette attaque, aurais-je jamais vu la profondeur de l'amour et de la loyauté de Thomas ? Sans cette injustice, aurais-je jamais pu apprécier à sa juste valeur la chance incroyable que j'avais de travailler dans un environnement sain ? Parfois, il faut une crise pour provoquer une transformation. Il faut que tout s'effondre pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines et plus solides. Mon histoire, je le sais, n'est pas unique. Les dynamiques familiales sont complexes, et la jalousie est un sentiment humain, aussi destructeur soit-il. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont peut-être connu ou connaissent encore des situations similaires. Vous avez peut-être dans votre entourage une personne qui, sous couvert d'amour ou d'amitié, cherche à vous diminuer pour se sentir plus grande. À vous tous, je veux dire ceci, ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Ne laissez jamais les insécurités de quelqu'un d'autre devenir les barreaux de votre propre cage. Vous avez en vous une lumière que personne ne peut éteindre, sauf si vous lui en donnez le pouvoir. Reprenez ce pouvoir. Il vous appartient. Nous voilà au terme de ce récit. Un récit qui a commencé dans l'humiliation et s'est terminé dans la lumière. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cette histoire a, d'une manière ou d'une autre, trouvé un écho en vous. Et c'est ce lien, cette connexion à travers nos expériences partagées, qui est le plus important pour moi. Cette épreuve m'a appris que la pire des solitudes n'est pas d'être seul, mais de se sentir seul dans sa souffrance. C'est pourquoi je crois si fort au pouvoir du partage. C'est un baume, une reconnaissance, un rappel que nos combats, aussi personnels soient-ils, sont souvent universels. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me tourne vers vous. J'aimerais vous inviter à prendre la parole à votre tour. Avez-vous déjà été confronté à une forme de jalousie si intense qu'elle en est devenue destructrice ? Que ce soit au sein de votre famille, de votre cercle d'amis ou dans votre environnement professionnel ? Avez-vous déjà senti que quelqu'un mettait des obstacles sur votre chemin, non pas par compétition, mais par pure volonté de vous voir échouer ? Comment avez-vous géré la situation ? Avez-vous confronté la personne ? Avez-vous pris vos distances ? Quelles leçons en avez-vous tirées ? Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des vécus. Votre histoire, vos mots, pourraient être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui pour se sentir moins seule, pour trouver le courage de réagir.
Faisons de cet espace de commentaires un lieu d'entraide et de soutien mutuel. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a inspiré ou simplement intéressé, je vous serais extrêmement reconnaissante de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo. C'est un geste simple, mais il est essentiel pour que YouTube montre cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient, elles aussi, en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez entendre d'autres histoires de vie, d'autres récits de résilience et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle publication. Je serai ravie de vous retrouver régulièrement. Merci infiniment pour votre temps, votre écoute et votre bienveillance. Ce fut un honneur de partager ce morceau de ma vie avec vous. N'oubliez jamais la leçon la plus importante, vous êtes le personnage principal de votre propre histoire. Assurez-vous d'en écrire une qui vous rend fier. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.